Principale de cette fin de journée, eh bien Vladimir Poutine qui s'est adressé à l'armée ukrainienne. Il leur demande de prendre le pouvoir à Kiev et donc de renverser le président Volodymyr Zelensky. On l'écoute. Je répète aux forces armées ukrainiennes, prenez le pouvoir. Il sera plus facile de nous entendre avec vous plutôt qu'avec la bande de néo-nazis et de toxicomanes qui a pris en otage tout le peuple ukrainien. Et Bruno Darroux est avec nous. Bruno, là c'est un appel à faire un coup d'État, quoi. Ah oui, c'est un appel d'un chef d'État qui est encore un chef d'État étranger quand même, qui appelle donc l'armée ukrainienne à faire un coup d'État, à se débarrasser du pouvoir civil et notamment démocratiquement élu, et notamment de Volodymyr Zelensky. Donc ça peut paraître aussi un peu paradoxal, puisque un des objectifs affichés de l'invasion russe en Ukraine, c'est de démilitariser l'armée ukrainienne. Donc déjà, la première journée a été marquée par le fait que l'aviation ukrainienne a été totalement démantelée, ses bases aériennes pilonnées par l'aviation russe. Donc d'un côté, il demande aux militaires ukrainiens de rendre leurs armements, et d'un autre côté, il leur propose un rôle politique. Surtout, ça lui permet en fait de montrer qu'il considère toujours que les civils qui sont au pouvoir à Kiev sont un peu des civils dégénérés, drogués, nazis, et qu'il faut donc s'en débarrasser. Ça, visiblement, c'est un objectif très important. Et d'ailleurs, c'est quand même une des questions importantes dans les heures qui viennent, la sécurité du président Zelensky, de sa famille. On sait que la France a proposé son aide pour éventuellement l'exfiltrer, mais pour le moment, selon les dernières informations, il serait toujours à Kiev. Mais clairement, on voit que pour Vladimir Poutine, en fait, mettre en place un régime militarisé, ce serait mieux. Il a plutôt l'habitude de traiter avec ces gens-là, hein, tout ce qui est de la sécurité. Lui-même est issu d'un organe de sécurité, enfin le KGB, qui était aussi un organe de renseignement, mais c'est un peu le logiciel de Vladimir Poutine. Hein. L'armée, les forces de sécurité, les forces de renseignement, vous avez ça dans un pays et le pays est tenu. Ce qui est peut-être pas complètement faux, mais enfin, on voit que ce serait son scénario un peu idéal pour être sûr que l'Ukraine devienne un État satellisé à la botte de Moscou, dirigé par des militaires. Finalement, il fait ce qu'il fait en Russie, il le fait en Ukraine. Là, il bâillonne un opposant. Oui, enfin, c'est même pire. Parce il est tout en impunité aussi. Oui, enfin, officiellement, en Russie, il y a quand même des institutions, un gouvernement, un parlement, où il n'y a pas que des militaires. Enfin, alors après, on sait que dans l'appareil d'État russe, effectivement, l'armée, les forces de sécurité, les services de renseignement jouent un rôle très important pour opérer un système de surveillance et d'encadrement très serré de la population civile. Ça, oui. Mais là, ce serait presque pire, parce que ce serait mettre au pouvoir une junte. Hein, il n'y a quand même pas une junte qui est au pouvoir à Moscou. Donc, voilà, en tout cas, on voit que que cet objectif reste important pour lui et qu'il préférerait aussi faire le sale boulot aux militaires ukrainiens plutôt qu'à ses propres soldats. Alors, ça veut peut-être dire, en fait, tout ça, ce sont vraiment des conjectures, que la progression des soldats russes vers Kiev est peut-être plus compliquée que ce qu'il attendait, et que donc il joue sur les divisions peut-être au sein de l'armée ukrainienne pour convaincre les éléments les plus pro-russes de s'emparer du pouvoir. Et en même temps, il accepte l'organisation de négociations après ce qu'a dit Volodymyr Zelensky, qu'il était prêt à discuter de la neutralité de l'Ukraine, donc vis-à-vis de l'OTAN. Oui, mais si on comprend bien, enfin, s'il y a une logique... On a du mal à comprendre, à suivre. Hein. C'est un peu de mal à comprendre ce que veut vraiment Vladimir Poutine. En même temps, il faut toujours écouter ce qu'il dit et lire ce qu'il écrit, parce qu'en fait, il est quand même aussi d'une autre manière assez constant. Donc en fait, si on comprend bien, il aimerait que les militaires prennent le pouvoir à Kiev, et ensuite, ces militaires enverraient une délégation à Minsk pour la discuter entre gens sérieux, convenables, non drogués. Donc des négociations sans Zelensky, quoi. Voilà, sans Zelensky. Voilà. Il veut absolument écarter les civils pro-occidentaux, en tout cas, du pouvoir. Il veut renverser le pouvoir actuel. De toute façon, quand il avait expliqué ces deux objectifs, démilitariser l'armée quand même, c'était un des deux objectifs, et puis dénazifier
Voilà, ça c'était l'objectif politique. Et donc tout ça, quand même, il y a une constance. Seulement, il change un peu les moyens. Il essaye. Peut-être qu'il trouve que ça ne va pas assez vite. Peut-être s'attendait-il à ce que Kiev tombe plus vite et que on aille s'emparer de Zelensky, parce que il y a quand même le risque que le président Zelensky soit fait prisonnier, soit emmené à Moscou et soit jugé pour crime de génocide, puisqu'il dit que l'armée ukrainienne commettait un génocide dans le Donbass, par exemple. Donc il y a quand même cette crainte. Là, visiblement, il dit bon, en gros, le premier qui s'empare de Zelensky, c'est très bien. Et si les militaires ukrainiens veulent se charger de ça, je n'y vois pas d'inconvénient. On va vous montrer l'image en direct de la place Maïdan. Il est 16h38 ici à Paris, 1 heure de plus à Kiev. Et cette place, qui est un haut lieu de la révolution orange, il y a eu beaucoup de manifestations. Par Vladimir Poutine, Elle est vide. Oui. Et les chars que les Ukrainiens redoutent ne sont toujours pas arrivés. Oui. Ils ne sont pas arrivés. Et alors ça, ce sera le symbole de la victoire pour Vladimir Poutine. De la conquête de Vladimir Poutine. Si les chars russes sont à Maïdan, sur la place à Maïdan, qui veut dire la place en fait, qui sont à Maïdan, à Kiev, là d'où est partie la fameuse révolution qui pour Vladimir Poutine est un coup d'État fomenté par les Occidentaux et notamment les États-Unis. Là, pour lui, c'est la revanche totale. Hein. Il faut bien voir que le dossier ukrainien pour Vladimir Poutine, c'est une obsession depuis très longtemps. Donc là, s'il arrive à installer les chars russes à Maïdan, à Kiev, pour lui, c'est la victoire. Après, l'autre signe de la victoire, ce serait donc la chute du pouvoir pro-occidental dégénéré qui est en place, selon lui, à Kiev. Parlons peut-être de Volodymyr Zelensky, élu en 2019, largement élu. Il promettait de mettre un terme, en tout cas de résoudre la guerre dans le Donbass, aussi de mettre un terme à la corruption. D'abord, est-ce qu'il y a eu des réformes qui ont été réalisées sous sa présidence ? Alors, il a lancé des opérations contre la corruption. Mais évidemment, c'est compliqué parce que l'Ukraine, tout n'est pas blanc ou noir. Hein. L'Ukraine aussi avait son histoire d'oligarques corrompus qui, les plus corrompus étaient en général les plus proches de la Russie. Il a quand même lancé des opérations pour essayer de réduire la corruption. Sur le dossier des accords de Minsk, en toute objectivité, il estimait quand même que ces accords étaient défavorables à l'Ukraine. Donc c'est vrai qu'il ne s'est pas pressé pour mettre en application les accords de Minsk, notamment la réforme de la constitution ukrainienne, notamment le fait que le Donbass devait acquérir un statut spécial. Alors il ne faisait pas ça en disant « moi je peux pas mettre ça en application tant que les groupes séparatistes pro-russes n'ont pas déposé les armes », ce qui était aussi prévu par les accords de Minsk, et chacun se renvoyait la balle, les Français et les Allemands tentant péniblement de faire avancer les choses avec le succès que l'on sait, puisqu'aujourd'hui les accords de Minsk sont morts et enterrés. J'aimerais vous écouter sur les sanctions économiques, Bruno. Les 27 ont adopté le deuxième train de mesures hier, qui vise les technologies fondamentales russes, l'accès au marché de capitaux, l'énergie et l'aviation. On a entendu aussi Alix Le Bourdon nous dire que finalement les 27 visent directement Sergueï Lavrov et Vladimir Poutine. Est-ce que ça, c'est une première et c'est très symbolique finalement? Surtout, il y a eu une évolution et sans doute beaucoup de négociations entre hier soir et là, il y a 1 heure et demie quand ça a été annoncé. Oui, parce que hier soir, il y a beaucoup de personnes qui disaient que c'était très mou. Il y avait beaucoup de personnes, oui, qui disaient que c'était mou, mais surtout au sein des dirigeants européens, certains, dont le chancelier Olaf Scholz, disaient non, les sanctions contre Vladimir Poutine, et voire, on parlait peut-être pas spécifiquement de Sergueï Lavrov, mais en tout cas contre Vladimir Poutine, non, c'est bon, là, on a fait notre paquet de sanctions, on s'arrête là. Et visiblement, certains pays sont revenus à la charge pour dire il faut qu'on envoie un message plus fort, il faut qu'il y ait aussi une forte portée symbolique. Et du coup, ça a produit ce qui a donc été annoncé là en début d'après-midi, le fait que, symboliquement évidemment, c'est très fort, la personne même de Vladimir Poutine est visée par les sanctions, en tout cas le gel de ses avoirs financiers, ainsi que ceux de Sergueï Lavrov, qui est pour des millions de personnes à travers le monde le visage à l'extérieur de la Russie depuis des années, puisque c'est donc le ministre des Affaires étrangères de Vladimir Poutine. Donc gel des avoirs financiers, c'est quand même fort. Je crois que c'est la première fois une des premières fois qu'un chef d'État en exercice est visé par des sanctions comme ça. Après,
Toute la difficulté, c'est de récupérer les avoirs financiers de Vladimir Poutine, Il y a des sociétés écrans, oui. Un des hommes les plus riches du monde, selon le magazine Forbes, dont la fortune serait estimée à 200 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus, mais enfin bon, vu les montants, ça fait pas une énorme différence. Après, toute la difficulté, c'est de les récupérer, parce que évidemment, une bonne partie de cette somme, qui correspond quand même à peu près à 7-8% du PIB français, hein, pour remettre un peu les choses en perspective, eh bien, une bonne partie de ces avoirs est évidemment cachée dans des situations offshore, des sociétés offshore. Donc, il faut évidemment retrouver la trace. Et puis, il y a des procédures. Il y a quand même, nous sommes quand même dans des états de droit. Donc, on gèle pas comme ça les avoirs financiers d'un individu comme ça. Donc, ce sera compliqué. Ça prendra du temps. Mais le symbole, quand même, est bienvenu. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les oligarques autour de Vladimir Poutine qui sont visés. Là, on vise le principal responsable de la crise qu'on connaît. Une dernière question sur Joe Biden, qui a annoncé qu'il nommait la juge afro-américaine Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême, première femme noire. On a le sentiment qu'il y a un peu une différence, que la vie continue à Washington, bon, et que la guerre, Oui. la guerre voilà, continue en Europe. Oui, alors, c'est-à-dire que en fait, là, pour le coup, la géographie joue quand même. Hein, C'est-à-dire que pour nous, les Européens, évidemment, c'est un conflit qui n'est pas à nos portes, mais enfin qui est quand même sur notre continent, qui a, je sais pas, 3-4 000 kilomètres de chez nous. Donc c'est quelque chose de très concret, hein, de territorialement très présent. Ce n'est pas le cas, évidemment, pour les États-Unis. Joe Biden a aussi annoncé hier des sanctions, mais il a refusé, comme d'autres en Europe, un peu l'arme nucléaire pour le moment de ces sanctions, qui serait le fait d'exclure la Russie du système SWIFT. Mais c'est vrai que dans ses allocutions, Joe Biden parle toujours aussi du fait qu'il ne faut pas que ça pénalise les consommateurs américains. Il reste quand même très focalisé, comme souvent les présidents américains, mais disons que là, c'est bien prononcé, sur le bien-être des citoyens américains. Il ne faut pas que ça vienne les embêter dans leurs habitudes de consommation. Et effectivement, pendant ce temps, la vie continue. Joe Biden, peut-être, estime-t-il qu'il a fait le job, en quelque sorte, qu'il a fait ce qu'il fallait, et que maintenant, bon, on va bien voir ce qui se passe. Mais après, de toute façon, le fond du problème, c'est que les sanctions, même si elles sont plus fortes, plus massives, ça n'empêchera sans doute pas Vladimir Poutine d'aller au bout de son aventure, puisque le problème, quand même, fondamental, c'est que comme il n'y a aucune option militaire qui est envisagée par les Américains, les Européens, et donc l'OTAN, l'Ukraine est seule pour se battre. Après, peut-être certains réfléchissent-ils à la meilleure manière, peut-être d'aider, d'armer, de financer la résistance ukrainienne, s'il y en a une. Là, c'est en train de se jouer maintenant. Hein. C'est maintenant qu'on va voir. On est qu'au deuxième jour, après tout, de cette offensive. Bon, notamment l'arrivée dans les grands centres urbains. C'est là qu'on va voir s'il y a une résistance de la part de l'armée ukrainienne. Apparemment, les combats se poursuivraient autour de Tchernobyl. Et puis, évidemment, aussi de la part des civils ukrainiens. Une dernière information, le Conseil de l'Europe vient de suspendre la Russie suite à cette invasion de l'Ukraine. Voilà, c'est sans surprise. Merci Bruno Darroux.